Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur RTI 1 pour le dernier journal dont voici les principaux titres. Le portrait de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été posé ce mardi par son successeur, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, à l'espace réservé aux anciens premiers ministres de la République de Côte d'Ivoire, à la primature à Abidjan. Une cérémonie spéciale pour un hommage particulier rendu à Amadou Gon Coulibaly pour son passage remarquable à la primature. C'est un nouveau code qui vise à prévenir la propagation des agents pathogènes émergents et réémergents qui constituent un défi de santé publique. Il a été adopté ce mardi par le Sénat, une adoption à l'unanimité en commission. Il vient apporter des réponses à de nombreuses problématiques comme la gestion des crises sanitaires dans le monde animal. Et puis aux États-Unis, Donald Trump accepte de transférer le pouvoir à Joe Biden. Le président américain sortant a recommandé lundi soir l'organisation du passage de témoins entre son administration et celle du président élu. Il n'a cependant pas reconnu explicitement la victoire de ce dernier à l'élection présidentielle du 3 novembre dernier. Voilà pour les titres et on démarre avec ces messages de félicitations adressés au chef de l'État Alassane Ouattara par ses pairs du monde entier. Il me plaît de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations suite à votre réélection à la magistrature de votre pays. J'y joins mes vœux de succès dans l'accomplissement de votre mandat. Signé le président de la Guinée-Bissau, le général Omaro Sissoko Embalo. Je vous félicite chaleureusement à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Je vous souhaite une bonne santé et plein succès, ainsi que la paix et la prospérité durable au peuple ami de Côte d'Ivoire, signé le président de l'Arménie, Armen Sarkissian. Son portrait est désormais aux côtés de tous ceux qui l'ont précédé à cette haute fonction, comme le veut la tradition. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a officiellement posé ce mardi le faciès de son défunt prédécesseur à l'entrée de la primature. Un moment riche en émotions, car Amadou Gon Coulibaly est à ce jour le seul Premier ministre ivoirien décédé en fonction. Mahama Traoré. La primature, cheville ouvrière du pouvoir exécutif, organe au cœur de l'action gouvernementale. Depuis sa création en 1990, 8 personnalités ont eu à diriger cette institution. Il est de tradition, lorsque ces serviteurs de la nation ne sont plus en fonction, d'afficher leur portrait photo dans la galerie du hall du bâtiment principal de la primature. Ahmed Bakayoko, actuel chef du gouvernement, a tenu à poser ce mardi celui de son défunt prédécesseur Amadou Gon Coulibaly, avant de s'incliner une fois de plus devant sa mémoire. C'est une cérémonie traditionnelle de pose du portrait des anciens premiers ministres pour nous souvenir de leur contribution à l'action gouvernementale et dans le cas spécifique du premier ministre Amadou Gon qui nous a quittés. Cette cérémonie revêt un caractère tout particulier car elle nous donne l'occasion de saluer sa mémoire et de lui rendre un grand hommage pour le travail qu'il a abattu ici à la primature pour le bien du peuple de Côte d'Ivoire. Qu'il repose en paix. Amadou Gon Coulibaly a exercé les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État du 10 janvier 2017 au 8 juillet 2020, jour où il a rendu l'âme à l'issue d'un conseil des ministres. Je vous le disais en titre, le ministre des Ressources animales et halieutiques était devant la Chambre haute du Parlement. Moussa Dosso était porteur d'un projet de loi sur le code de la santé publique vétérinaire, un programme qui vise à améliorer de façon durable la performance des services vétérinaires à travers une législation adéquate. Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire adapte sa législation aux réalités nouvelles de la santé publique vétérinaire. Le pays se dote d'un programme mondial visant à améliorer de façon durable la performance des services vétérinaires. Des paramètres nouveaux sont pris en compte. Moussa Dosso, ministre des Ressources animales et halieutiques, émissaire du président de la République devant le Sénat, présente quelques innovations. Le présent projet de loi vise à faire une révision des dispositions existantes à la lueur des évolutions régionales et internationales notamment. L'analyse des risques sanitaires à l'issue de l'étude de l'évolution
des maladies animales en général et des zoonoses en particulier. L'actualisation de la liste des maladies réputées légalement contagieuses, la mise sous surveillance des animaux suspects, la prise en compte des acteurs intervenant en cas de crise sanitaire, la quarantaine et la sécurité aux frontières en conformité avec l'application du principe de précaution, la pharmacie vétérinaire, l'organisation de la profession vétérinaire. Cette séance a été marquée par la sortie de la salle des sénateurs membres du groupe parlementaire PDCI-RDA parce que n'ayant pas pu finir la lecture d'une motion. Cela ne remet pas en cause leur participation aux travaux du Sénat. Notre démarche reste toujours la même, c'est donner l'information et solliciter tous les sénateurs pour nous soutenir et mener les négociations et les dialogues qui conviennent pour qu'on puisse obtenir la libération de nos collègues. Pour le président de la Commission des affaires sociales et culturelles qui présidait la séance, il faut s'en tenir aux règles de fonctionnement de l'institution. Mais nous étions à plus de la moitié du temps et pratiquement toute l'intervention était centrée sur le fait que les collègues soient détenus, assortis de protestations. Je ne pouvais pas laisser passer cela puisque ce n'était pas le lieu. Et j'ai indiqué que ce n'était pas le lieu. C'est pour ça que j'ai interrompu le collègue pour dire que s'il veut bien intervenir sur l'exposé des motifs, je suis d'accord. Mais s'il s'agit d'ériger le Sénat ou alors le siège de la Commission en un forum de protestation d'un parti politique, ça je ne pouvais pas l'admettre. Au cours de la dernière conférence des présidents, le président du groupe parlementaire PDCI a fait état du fait que nos deux collègues étaient détenus. La présidente, Mme Sarah Sako, qui assure l'intérim, en a pris note et a dit que lorsque le bureau du Sénat allait se réunir, cela ferait partie d'un point de l'ordre du jour. Nous pensons que cela suffisait largement. Le projet de loi portant code de la santé publique vétérinaire, entre-temps, est passé comme une lettre à la poste. Et on ouvre maintenant le volet cohésion sociale de ce journal. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a initié une tournée de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale dans les localités qui ont connu des affrontements intercommunautaires. Retour sur les étapes de Divo et de Gagnoa avec Charles Tatou. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels veut contribuer à la sensibilisation de certains jeunes au comportement décrié. D'ailleurs, principaux acteurs des affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu dans certaines localités avant, pendant et après l'élection présidentielle. Une délégation conduite par Nana Tanoué, président de cette institution, s'est rendue à Divo, chef-lieu de la région du Lot-d'Ibois, pour cet exercice. Des échanges à bâton rompu, mais très instructifs pour les jeunes. Nos parents d'Ida, qui sont nos tuteurs, nous ont accueillis ici. Et si nous sommes ce que nous sommes, en partie, c'est grâce à eux. Donc nous sommes conscients de ça et il est de notre devoir de préserver la cohésion. La raison des événements malheureux que nous avons vécus, c'est qu'il y a un clan qui allait encadrer les marches, interdit d'autres à prendre certaines rues. Or, la police était là pour bien le faire. Pour permettre à la région d'éviter pareille situation, Nana Tanoué exhorte les jeunes à la non-violence au profit du respect des institutions et des lois de leur pays, la Côte d'Ivoire. Avant la campagne officielle, nous avons fait une grande délégation au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes adressés à toutes les régions de Côte d'Ivoire, les 31 régions, pour dire aux jeunes, faites attention, écoutez certes vos responsables politiques, mais ayez du discernement. Parce que quel que soit ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, là, demain, ils vont se retrouver. Gagnoa dans la région du Go. Même exercice pour le même but visé par la délégation des garants de la tradition. Si vous convenez, vous les jeunes du Go, qu'il est important par-dessus tout que vous arriviez à trouver des passerelles, d'échanges, de dialogue entre vous. J'ai entendu parler de plateforme qui est certainement en cours de mise en place. Dans le Lot-d'Ivoire, ils ont conçu ce qu'ils ont appelé la charte de non-violence. Alors, c'est dans cette direction-là que vous devez aller. Chacun garde ses opinions, essaie de convaincre l'autre. C'est ça la vie politique, c'est ça la formation politique. Mais quand sur des simples mots d'ordre, on en arrive à s'entretuer, pour les jeunes, c'est pas sûr que ce soit les meilleures solutions. Le président de la Chambre vient nous appuyer. Oui. Donc, nous allons maintenir
les sensibilisations. À Divo, tout comme à Gagnoa, jeunes et adultes sont d'accord pour le retour définitif de la paix et la cohésion sociale dans leurs régions respectives. Après la ville d'Abengourou, le directeur général du Haut Conseil du patronat des transports a mis le cap sur Bouaké. À la tête du mouvement pour la paix, Ibrahim Diaby a invité la population à prôner la paix et la cohésion sociale. On en parle avec Soro Corona. Ces marcheurs sont membres du mouvement pour la paix, composé des acteurs du transport, du vivrier et du commerce. Ce mouvement a lancé une caravane nationale de la paix. Bouaké est la 5e étape de cette caravane. Aucun développement n'est possible si la question de la paix n'est pas appropriée par les populations. Et comme nous constituons la population, comme nous constituons ceux sur qui les grandes décisions s'appliquent, nous devons, à notre manière, prendre conscience, changer les mentalités, avoir le comportement qu'il faut pour maintenir la paix sociale dans notre pays. Pour le président du mouvement de la paix, les acteurs du transport, du vivrier et du commerce ont payé un lourd tribut à ces violences enregistrées avant, pendant et après les élections du 31 octobre 2020. Cette union entre les transporteurs et les acteurs du vivrier est à saluer. Nous sommes là aujourd'hui pour dire à la population ivoirienne que la paix est importante, très importante, et nous voudrons que tout le monde, toute la population ivoirienne aille à la paix. Les initiateurs et les autorités locales ont félicité les jeunes de Bouaké pour leur sens de responsabilité qui a permis à la région de Béké de vivre une atmosphère de paix tout le long de la période électorale. Le travail de sensibilisation qui a été fait en amont a fait que les jeunes ont compris. Ils nous ont dit, voilà, nous ne voulons plus mourir pour un politicien. Vous les politiques, vous vous battez et nous on se retrouve morts, blessés pour toute notre vie. C'est de tout mettre en œuvre pour que véritablement nos jeunes se tournent vers le travail et surtout vers le comportement responsable. La caravane nationale de la paix a déjà sillonné les localités d'Abangourou, Grand Bassam, Abouasso, Yamoussoukro, Bouaké et Kourougou. Tout autre chose, à présent, face à l'extrémisme violent, les pays du Conseil de l'Entente veulent miser sur la prévention et pour atteindre ces objectifs, l'organisation sous-régionale vient de bénéficier du soutien de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Le 3e atelier d'échange d'expérience sur la problématique va coûter 231 millions de francs CFA, dont 181 millions du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Le film de la signature de l'accord avec Moussa Konaté. Le Conseil de l'Entente et l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire ensemble contre l'extrémisme violent. Cette signature d'accord vise l'organisation du 3e atelier d'échange, d'expérience et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent. Nous avons, pour ce volet de prévention de l'extrémisme violent, choisi le Conseil de l'Entente pas par hasard, parce que c'est une organisation avec une taille qu'on peut encore, pour nous, gérer facilement, qui est un partenaire flexible et qui a en son sein des partenaires côtiers, des pays côtiers et des pays plus du hinterland. Et puisque le problème de l'extrémisme violent vient malheureusement un peu sur les pays côtiers, nous avons avec le Conseil de l'Entente un partenaire de choix. L'extrémisme violent constitue une réelle menace à la paix. La prévention est la stratégie choisie par le Conseil de l'Entente. L'institution sous-régionale, avec l'appui de la Suisse, a déjà initié 2 ateliers à Abidjan en 2018 et à Ouagadougou au Burkina Faso en 2019. La 3e édition est prévue se tenir les mois à venir à Lomé au Togo. Ce 3e atelier mettra l'accent sur l'expansion de la menace terroriste vers les pays côtiers de l'espace entente, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. Il identifiera les moteurs, analysera les différentes réponses. Pour un montant des frais d'organisation des 3 ateliers de 239 millions de francs CFA, le département fédéral des affaires étrangères de la Suisse apporte 181 100 000 francs CFA, soit 76%. Et le Conseil de l'Entente, 58 millions de francs CFA, soit 24%. Le 3e atelier d'échange d'expérience et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent va réunir des chercheurs, des universitaires et des spécialistes de la sécurité.
Avec 6,7% de migrants, la Côte d'Ivoire occupe la deuxième place derrière le Nigeria, selon un classement de 10 premières nationalités arrivées en Italie entre janvier et novembre 2016. Des chiffres alarmants et qui poussent à la sensibilisation radiophonique grand public. Dans la commune de Bingerville, l'UNESCO a décidé d'initier des journées d'échange pour un appui à des campagnes d'information à l'autonomisation des jeunes sur la migration et l'emploi. C'est un reportage de Sephora Zegui. La migration irrégulière s'est accentuée ces dernières années. Malgré les initiatives du gouvernement et d'autres structures partenaires, des jeunes sont toujours tentés de traverser la Méditerranée. En moyenne, 300 personnes meurent chaque mois sur la mer, soit 10 décès par jour, du fait de la migration irrégulière, selon l'Organisation internationale de la migration, OIM. Le bureau de l'UNESCO à Abidjan prend son bâton de pèlerin pour susciter une prise de conscience des jeunes face aux dangers liés à la migration irrégulière. C'est à travers une émission radiophonique qu'elle entend atteindre sa cible. Tout ce que nous savons sur la migration irrégulière, la souffrance des migrants, la traversée, ce sont des choses qui nous sont racontées par des médias, on va dire, européens. Il est important que les médias africains s'intéressent à la question. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO organise des journées de sensibilisation et d'échange entre les jeunes, les journalistes, mais également les ex-migrants qui expliquent leur expérience. Pour montrer les dangers de la migration irrégulière par le Sahel ou la Méditerranée, aux potentiels candidats, ces ex-migrants racontent leurs mésaventures. Le travail qu'on nous donne au noir, comme on le dit, est vraiment difficile parce qu'il faut s'arrêter pendant 8 heures du temps en train de laver les assiettes qui sont en tonnes. C'est vraiment difficile. Au chantier aussi, même dans l'hiver, tu travailles, même si tu n'as pas de gants. À part toi, je n'ai pas de gants. Il dit, bon, tout compte fait, il faut te débrouiller. Je te paye pour l'heure. C'est compliqué. Donc vraiment, c'était vraiment compliqué. Puis le fait de ne pas avoir une statut légale sur le territoire, ça me donnait du stress. De retour en Côte d'Ivoire, la réinsertion de ces jeunes a été un succès. La Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur enregistre 1 200 000 jeunes migrants ivoiriens. 7 000 sont revenus en Côte d'Ivoire grâce à des mécanismes mis en place par ces structures. Pour tous ceux qui ont été en situation d'extrême délicatesse, l'État ivoirien a pris sur lui de les faire revenir. Quand ils reviennent, il y a aussi des projets de réintégration auxquels nous sommes autour de 1300 en termes de projets individuels et aussi autour de 1300 pour les projets collectifs. Le bureau de l'UNESCO à Abidjan, en initiant ces échanges avec les jeunes, s'engage à mettre en œuvre le projet d'autonomisation des jeunes en Afrique grâce aux médias et à la communication. Il a pour but de lutter contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains à travers une série d'actions, y compris des campagnes de sensibilisation et d'information sur les risques migratoires. Le reportage de Sephora Zegui était commenté par Jean-Marc Yadji. Économie à présent, conformément aux recommandations du ministère de l'Économie et des Finances, l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire a démarré ses activités en avril 2019. Dès lors, il entend contribuer efficacement à la résolution des conflits entre les fournisseurs et les consommateurs de services financiers. À cet effet, plusieurs acteurs ont été instruits ce mardi à Abidjan sur l'importance de la médiation financière. Le compte-rendu de Francis Boifo. L'insertion d'une clause de médiation dans les contrats conclus entre les fournisseurs et les consommateurs de services financiers. C'est ce que propose l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, au QSFC, aux banques, aux systèmes financiers décentralisés, aux émetteurs de monnaie électronique, aux sociétés d'assurance et aux services financiers de la Poste. La clause de médiation est l'obligation contractuelle de recourir au médiateur lors de la survenance d'un litige lié à l'exécution du contrat concerné, préalablement à la saisine de toute juridiction. La médiation financière présente des avantages, selon le président du Conseil d'orientation de l'OQSFC, par ailleurs directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. En effet, par l'insertion de cette clause, les fournisseurs de services financiers devraient rassurer davantage leurs clients quant à la possibilité de résoudre efficacement, équitablement et sans frais les litiges pouvant naître dans l'exécution de leur contrat. Une telle démarche devrait nous permettre d'accroître considérablement le taux de bancarisation et d'utilisation globale des services financiers dans notre pays. 15 plaintes enregistrées à ce jour par l'Observatoire. Jacques Kouna Assaouré invite les responsables de cet organe public rattaché au ministère de l'Économie et des Finances à communiquer davantage sur ses missions. C'est un message pour inviter
les associations de consommateurs à davantage s'interroger sur la proposition qui leur est faite, c'est d'utiliser plutôt la voie de la médiation. Le gain de temps en matière de finances, en matière d'affaires, il est fondamental et le ministère l'encouragera toujours. L'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire a démarré ses activités en avril 2020. Il est chargé d'améliorer l'inclusion financière, les conditions de financement de l'économie et de protéger les consommateurs des services financiers. La Banque populaire et le Fonds de garantie et de crédit aux PME s'engagent à soulager les petites et moyennes entreprises. Les deux entités viennent de signer une convention qui vise en effet à définir entre les parties un mécanisme pour faciliter l'accès des PME au financement proposé par la Banque populaire aux meilleures conditions du marché. Jean-Louis Bangbo. C'est une signature qui s'inscrit dans la droite ligne du programme du gouvernement sur les années 2020-2025, dont l'un des piliers est la création des richesses à travers les emplois. Le cœur de cette convention étant l'accès des PME au financement afin de permettre à cette catégorie d'acteurs économiques d'avoir une contribution plus efficace au financement de l'économie ivoirienne. Cette convention règle définitivement certaines problématiques qui se posent aux banques dans le cadre du financement des PME. Elle apporte un taux d'intérêt qui est abordable, 6,5%. Vous savez que l'une des problématiques posées au quotidien par les PME, c'est justement les taux d'intérêt qu'ils trouvent et les coûts des crédits qu'ils trouvent encore trop élevés. Ce sont des crédits et des financements qui iront sur des durées de 0 à 5 ans. Le fonds de garantie, lui, couvrira jusqu'à 80% des garanties demandées par les banques pour accorder les crédits. Aujourd'hui, le problème de garantie ne doit plus exister. Les PME, en cherchant des financements, doivent se dire qu'il existe une structure créée par l'État de Côte d'Ivoire qui est le Fonds de garantie des PME et qui a des partenaires fiables pour les accompagner dans l'accès au financement pour leurs projets d'investissement ou d'exploitation. Rappelons que les PME représentent plus de 90% du tissu économique, mais seulement 23% du PIB. Au 31 décembre 2019, l'encours des crédits aux PME à l'échelle nationale était de 1 464 milliards de francs CFA, soit 19% du total des encours des crédits des établissements bancaires, tous secteurs confondus. Et toute la rédaction de RTI 1 se mobilise pour vous donner en temps réel les informations sur la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 24 novembre 2020, 8 nouveaux cas de Covid-19 sur 338 échantillons prélevés, soit 2,4% de cas positifs, 14 guéris et 0 décès. À la date du 24 novembre, donc, la Côte d'Ivoire compte 21 156 cas confirmés, dont 20 833 personnes guéries, 131 décès et 192 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 211 540. Coaching des femmes pour les élections, c'est le programme qui a été lancé par le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, en partenariat avec le PNUD, un programme qui vise à promouvoir le leadership féminin sur le processus démocratique et à améliorer les conditions dans les mesures de prise de décision. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Éric Goré. C'est un public de qualité composé essentiellement des femmes leaders, ministres, députés, sénatrices, ambassadrices, journalistes, entre autres. Elles participent à un programme de coaching pour les élections dans le domaine du leadership féminin sur le processus démocratique. C'est un vaste programme de renforcement de capacités qui donne à ces femmes les outils nécessaires. Des outils qui leur permettront d'influencer les dynamiques de développement en Côte d'Ivoire au niveau politique. Dans son projet de société, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, décide de donner à la femme la place qu'elle mérite. C'est pourquoi il œuvre sans relâche à promouvoir l'image d'une femme nouvelle dans le concept d'une Côte d'Ivoire solidaire et prospère en route vers l'émergence. L'initiative est du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, et du Programme des Nations unies pour le développement, PNUD. Le nom que nous avons donné au programme, c'est « Femme, prends ta place ».
parce que cette opportunité aujourd'hui, nous l'avons. La Côte d'Ivoire a adopté une législation qui porte la représentativité des femmes aux postes, aux assemblées élues à 30%. Et ces 30%, nous devons les prendre à l'Assemblée, au Sénat, dans les mairies, au Conseil régional. Les questions de genre, les questions de participation sont des objectifs des droits de l'homme. Ainsi, les femmes de Côte d'Ivoire décident de se mettre en ordre de bataille pour occuper pleinement leur place dans le processus démocratique. Ce coaching des femmes pour les élections contribuera au renforcement de leurs capacités. Un programme ouvert et inclusif. Politique à présent, le RHDP félicite ses militants pour leur comportement exemplaire lors du dernier scrutin présidentiel. Un scrutin qui a vu la victoire de son candidat au premier tour. Diego Nefla, le délégué départemental, est allé à la rencontre de ses pairs. Il a salué leur engagement aux côtés du parti et les a exhortés à soutenir le président Alassane Ouattara à Boussanogo. Diego Nefla, localité située à 40 km de Gagnoa et à 18 km de Oumé, a reçu son délégué départemental RHDP Oumé 2. Julien Kona est allé à la rencontre des délégués de secteur, des responsables de femmes et de jeunes pour faire le bilan du scrutin présidentiel à Oumé. Il ressort du bilan que malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, la délégation départementale Oumé 2, avec les circonscriptions électorales de Diego Nefla sous-préfecture et Tonla, a réalisé un bon score. Aussi, les militants ont-ils saisi l'occasion pour réaffirmer leur soutien au président Alassane Ouattara. Je dis merci à mon président. Je lui dis un grand merci. Nous là, on ne fait pas palabre, on fait la paix. Et j'aime bien mon président. J'aime tellement son comportement. Puisque tous ceux qui veulent travailler, ils travaillent et ils gagnent pour eux. Le délégué départemental RHDP Oumé 2 s'est félicité de la victoire du candidat de son parti, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il est le meilleur pour une Côte d'Ivoire développée. Il est le meilleur pour une Côte d'Ivoire solidaire. Et suite à la rencontre que nous avons eue avec le président du parti, la réunion du conseil politique, il a agi aux membres des instances. Et la rencontre que nous avons également eue avec le directeur exécutif, l'instruction nous a été donnée d'aller dans nos localités pour aller parler à nos frères. Oui, nos frères, pour leur dire que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Le président Alassane Ouattara a tendu la main à son aîné, Henri Konan Bédié. Et comme vous le constatez, il y a la calmie dans le pays. Et nous voulons saluer cette initiative de notre président. Un complet de pagne a été offert à chacun des 135 responsables locaux et à une cinquantaine de militants de base pour la forte mobilisation et pour le 1 coup KO. Politique toujours, le Front populaire uni FPU salue la victoire du candidat Alassane Ouattara pour son élection le 31 octobre dernier. Son président a animé un point presse à Abidjan. Zadi Djedje s'est félicité de la reprise du dialogue entre les acteurs politiques. Il les a invités, sinon il a invité la jeunesse à tourner le dos à la violence. Moussa Konaté. Zadi Djedje se prononce sur l'actualité politique ivoirienne. Le président du Front populaire uni FPU félicite Alassane Ouattara pour sa victoire à l'élection présidentielle. Il se réjouit également de la reprise du dialogue entre le chef de l'État et l'opposition. La direction du Front populaire uni adresse au président Alassane Ouattara ses félicitations et en même temps ses vœux de succès dans cette nouvelle mission. Par ailleurs, le FPU lance un appel aux autres partis politiques de l'opposition que notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de loin. C'est pourquoi nous invitons les acteurs politiques de notre pays à prôner la paix, à prôner la réconciliation. Que tu sois du PDCI, que tu sois du FPI, que tu sois du RHDP, que tu sois du COGEP, que tu sois du FPU, que tu sois du GPS, nous sommes tous Ivoiriens. Nous avons quelque chose en commun. Et cette chose-là, c'est la Côte d'Ivoire. Regardons l'intérêt de notre pays. Regardons l'intérêt des Ivoiriens. Et asseyons-nous, discutons. Le président du Front populaire uni appelle aussi la jeunesse à s'éloigner des actes de violence.
Dans l'actualité hors de chez nous, le président américain sortant Donald Trump a recommandé lundi soir l'organisation du passage de témoins entre son administration et celle du président élu Joe Biden. Il n'a cependant pas reconnu explicitement la victoire de ce dernier à l'élection présidentielle du 3 novembre dernier. Le président sortant, qui refuse de reconnaître sa défaite à la présidentielle américaine, a indiqué qu'il recommandait de faire le nécessaire en ce qui concerne les premiers protocoles. Et c'est le point final de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'info revient demain matin à 6h30 avec Régis Kofi sur RTI 1. Bonsoir.